Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous vous portez bien. Donc voilà, je suis revenue dans mon décor habituel, voilà, avec la bibliothèque à l'arrière. J'ai récupéré ma place. Pour une fois, je suis seule après une semaine un peu compliquée parce que les enfants avaient en fait la varicelle. Bon, enfin c'est bien comme ça, ils l'ont faite parce que c'est vrai que en grandissant, ça peut être un petit peu compliqué, ce genre de maladie. Donc, je lui dis, allez, hop, une maladie infantile de plus de fait, une de moins qu'ils feront voilà, quand ils seront plus grands. Bon, j'en ai encore à cocher, hein, tout n'est pas fait, mais bon, moi, celle-là, ils l'auront faite. Et puis, bon, voilà, on savait. Mon mari était malade aussi, donc c'est vrai que la première semaine, enfin, j'étais pas en vacances, mais la première semaine était voilà, un petit peu speed, compliqué et fatigante. Et bon, au niveau des vidéos, je ne sais pas si je vais continuer du coup, à réussir à faire 2 fois par semaine. Bon, là, cette semaine, ça va aller, mais bon, on va voir, on verra au fur et à mesure sans se stresser. Voilà, sinon, niveau lecture, je viens de finir. Alors, j'essaie de me mettre sur mon petit écran. Mince, si je fais des bêtises. Je viens de finir Chasseuse d'âmes. Alors c'est de Megan, je dis pas de bêtises, Megan Nolan et Priscia, je ne sais plus, Priscia, je ne sais plus, c'est aux éditions Explora qui est, je crois, une maison d'édition assez récente qui date de 2018. Donc je viens juste de finir ça en e-book. Donc c'est un tome 1 aussi, hein, donc c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai bien aimé la fin puisque en plus, déjà, le titre Chasseuse d'âmes, c'est tiens, bizarre, quelqu'un qui chasse des âmes. Bon, je vous expliquerai pourquoi, voilà, pourquoi ce titre. Sinon, là, j'ai commencé Terra Nullius de Victor Gilbert. Donc, j'ai quand même, c'est un petit moment que je l'avais, donc, enfin, un petit moment, peut-être un mois ou deux, c'est pas non plus une catastrophe. Mais voilà, j'avais envie de le commencer depuis un moment. Donc en fait, on retrouve un personnage de... Victor Gilbert a déjà écrit un premier volume, enfin ça peut se lire indépendamment, qui s'appelle Douve, où on retrouve le même inspecteur de police, Hugo Bollorène. Voilà, donc là j'ai commencé et franchement, il se lit très bien, je suis prise dedans. Là en plus, il se passe... Hugo Bollorène est de Paris, mais ça se passe sur l'île, donc ben, voilà, c'est... Moi, j'habite pas très très loin de Lille. J'habite pas loin de Lille, mais pour ceux qui connaissent un petit peu l'autoroute pour aller jusque Lille, vous me comprendrez, c'est un véritable bazar. Je crois que c'est l'autoroute où, au moins la plus fréquentée ou une des plus fréquentées d'Europe, hein. C'est-à-dire qu'elle va sur Paris, elle va vers la Belgique, elle va vers les Pays-Bas. Enfin, c'est voilà, c'était toujours. Puis vous avez souvent des accidents, évidemment. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Donc là voilà, donc j'ai commencé, donc ça se passe entre, voilà, près de Lille, entre la frontière franco-belge, où vous voyez, il y a une décharge, où vivent, bon bah, voilà, beaucoup d'immigrés, beaucoup de gens qui ont été abandonnés là dans des bidonvilles, et un petit garçon est retrouvé dans le coma, on l'a frappé, donc voilà. Et Hugo Bollorène va sur l'île pour voir un spécialiste pour sa mère qui était une grande journaliste mais qui est malheureusement commence à être atteinte d'Alzheimer. Euh, donc voilà, il va voir un grand spécialiste sur l'île. Il faut savoir que c'est vrai que Lille, enfin, les cliniques hôpitaux de Lille sont très réputés au niveau des soins. Et moi, j'ai dû y aller pour deux choses différentes. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de... Vous avez des grands professeurs quand même qui vont là. Donc oui, c'est pas étonnant qu'il aille voir quelqu'un, un grand spécialiste pour sa mère qui est atteinte d'Alzheimer. Et puis en même temps, bah, cette enquête, il en entend parler à la radio et ça l'interpelle, donc il décide de s'en occuper aussi. Donc voilà, en plus Victor Gilbert, je l'avais vu au Salon du Livre de Lens, donc je me droit à une petite dédicace, donc c'est super quoi. C'est super. Voilà, sinon j'ai fini la dernière saison de Game of Thrones. Alors c'est vrai que, bah, un petit peu comme tout le monde, je suis un petit peu déçue par la fin. Bon, je m'étais spoilée hein, sur une scène très très importante, ceux qui l'ont vue sauront laquelle. C'est une des scènes finales. Euh,
Et là, je me dis, mais pourquoi c'est pas, je veux pas spoiler, donc pourquoi c'est pas un tel ou une telle qui monte sur le trône, quoi. J'avoue que j'ai été un petit peu ouais, déstabilisée par la fin. J'imaginais pas cette fin-là. Moi, j'ai pas trouvé trop de longueur. C'est vrai que c'est beaucoup de scènes de combat, puisque ça démarre avec le combat contre les morts, hein, contre les marcheurs. Et ce qui est un peu casse-pied, c'est que comme ça se fait dans la nuit, il y a des moments où vous voyez pas grand-chose. Tout ça, c'est un petit peu, ça, c'est un petit peu casse-pied. Mais sinon, je trouvais qu'il y avait pas mal d'intensité dans cette scène de combat et dans le combat aussi à Port-Réal aussi. C'est une scène de bataille, mais puis c'est une horreur, quoi. C'est une boucherie en même temps. Enfin, donc j'ai trouvé que c'était des moments assez intenses. J'ai pas trouvé ça trop long, mais c'est vrai que là, même si je connaissais, enfin, une partie de la fin, j'ai été étonnée. Bon, voilà, j'aurais peut-être pas choisi ce traitement-là. Maintenant, j'attends que George Martin sorte enfin la suite en livre, parce que lui, j'aimerais bien savoir quelle suite il va donner. Puisque la dernière intégrale, ça se termine, je vous l'avais déjà dit, Tyrion n'a pas encore rencontré Daenerys, par exemple. On voit encore les Dorniens, parce que là, les Dorniens dans le feuilleton sont vite balancés. Là, ils jouent un rôle beaucoup plus important. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, j'aimerais bien connaître, voilà, savoir comment lui, il va traiter l'histoire à la fin de l'histoire. Bon, je pense que le mystère sur les origines de Jon Snow enfin, ça va être la réponse va être la même. Mais comment il va traiter ça autrement? Parce qu'il y a beaucoup plus de personnages. Voilà. Par contre, j'ai trouvé assez ironique la toute fin de la série quand on voit, puisqu'il faut quand même quelqu'un sur le trône, et quand on voit qui compose, parce que vous savez que voilà, celui qui contrôle les 7 couronnes siège à Port-Réal et ils ont une table du conseil, il y a la main du roi ou la main de la reine qui conseille voilà, le roi ou la reine. Et vous avez le conseiller en finance, vous avez le conseiller en guerre, l'argentier, vous avez... Et je veux dire, je ne m'attendais pas du tout. Je serais un petit peu ironique que ce soit ces personnages-là qui se retrouvent autour d'une table. Parce qu'on s'attendrait, par rapport au début, puis par rapport au fait que c'est quand même un monde médiéval, donc il y a quand même beaucoup d'a priori, et voilà, qui n'acceptent pas certaines choses. Et quand on voit les personnages de la fin autour de la table, on se dit, ah, quand même. Ça, j'ai trouvé que c'était super bien fait. Je trouvais ça assez marrant d'avoir mis ces gens-là autour voilà, de la table du conseil. Mais bon, c'est vrai qu'après, bon, c'est pas forcément tout à fait cette fin-là à laquelle je m'attendais, mais bon. Voilà, après, voilà, c'était le dernier, donc maintenant, Georges Martin, quand est-ce que tu nous écris la suite, quoi? Parce que je crois qu'il avait prévu depuis 2017 de sortir la suite, et pour l'instant, il n'y a toujours rien, quoi. On est en 2022, mais bon. Voilà, voilà. Alors, sinon, je voulais vous parler de mes lectures. Alors, je vais commencer avec une super lecture que j'ai vraiment adorée. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est Iron Widow. Alors, c'est de Xiran Zhao, qui est une autrice. C'est chez La Martinière Jeunesse. Alors, jeunesse, moi, je ne mettrai pas avant 18-20 ans parce qu'il y a quand même... D'ailleurs, au début, il y a il y a un avertissement qui est mis en disant il y a des scènes quand même violentes. Il y a des scènes, il parle notamment de viol sur les femmes. À savoir que dans le livre, on ne voit pas ce genre de scènes, mais on sait qu'elles existent. On sait qu'elles sont là et le traitement qui est infligé aux femmes est quand même assez dur. Donc voilà, ils ont quand même mis des warnings en prévenant. Mais c'est vrai que ouais, young adulte, ouais, vraiment, ouais. Mais pas, je pense qu'en dessous de 18 ans, c'est un peu violent. Alors c'est un peu... alors l'autrice, je pense qu'elle est... Je sais pas si elle est chinoise ou japonaise, parce qu'elle a écrit des remerciements à la fin. Elle a dit que l'anglais était une drôle de langue. Donc je suppose qu'elle a écrit... Donc c'est traduit, elle a écrit en anglais. Mais je suis pas sûre que ce soit sa langue maternelle. Enfin, en tout cas, le livre, je m'attendais pas à ça. Il est vraiment super bien fait parce qu'on se retrouve dans une Chine futuriste, mais encore assez médiévale aussi. En fait, l'histoire est complexe, hein. Et puis, on va parler beaucoup d'énergie spirituelle. C'est vrai que voilà, l'Asie parle beaucoup du Qi, par exemple, qui est l'énergie spirituelle en médecine chinoise. Voilà, on parle du Qi, on parle de l'énergie
Je ne sais pas si je le prononce bien, d'abord c'est QI, vous avez déjà dû en entendre parler. On parle de l'énergie spirituelle, la force spirituelle, voilà. C'est des choses qu'en Occident, on aborde, on connaît beaucoup moins. Donc c'est pas évident déjà de rentrer dans cet univers-là. Et puis il y a un aspect technique aussi, puisque vous avez des scènes de combat avec en fait des robots gigantesques. Alors ça n'a aucun rapport avec Bioman ou Power Rangers ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que vous avez voilà, des scènes comme ça assez... et du coup, c'est qui mélange à la fois le spirituel et le côté technique. Donc et ça démarre comme ça, avec une scène de combat. Donc c'est... Sur le coup, je me suis dit, mais dans quoi je suis tombée là? J'étais un petit peu surprise. Puis j'ai essayé de comprendre. Et puis après, j'étais prise dans l'action, dans ce qui se passait dans cette scène de combat. Puis on va avoir des explications, voilà, au fur et à mesure. Et je trouve que l'autrice a vraiment réussi à créer un monde à part. Je dirais que c'est vraiment bien fait, tout en prenant les bases de la Chine médiévale. Notamment, on va se retrouver le long de la Grande Muraille de Chine, tout en prenant des traditions aussi de la Chine, enfin non, même pas de la Chine médiévale, parce que je crois que je vous en parlerai de cette pratique après, qui est vraiment pour moi une pratique barbare, mais qui se faisait encore, je pense, au début du XXe siècle. Et voilà. Et je vais essayer de faire simple. Voilà, les Chinois ont été envahis, enfin du moins leur monde a été envahi par ce qu'on appelle les Indins. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, c'est H-U-N-D-U-N-S, les Indins ou les Udunes, je sais pas, les Indins, je veux dire les Indins, qui sont des sortes d'insectes chrysalides géants, voilà, qui les ont chassés de leur terre et qui les ont massacrés en partie. Il y a à peu près 200 ans de cela. Heureusement, des dieux sont intervenus. Alors, ces dieux, par contre, on ne sait pas qui ils sont, ils n'ont pas de nom. En fait, ils envoient aux hommes du métal et des sortes de notices d'utilisation. Comme ça, les hommes ont pu construire des robots qu'ils appellent le chrysalides qui vont combattre les Indins. Mais on se dit, mais c'est vrai que l'héroïne se pose, elle s'appelle l'héroïne, enfin c'est W-U, hein, c'est pareil, hein, on m'excuserait, mais bon, les noms, tout ça chinois, bon, j'ai un peu de mal avec les prononciations. Et l'héroïne se demande, oui, mais qui sont ces dieux? Pourquoi ils n'interviennent pas directement pour les aider lors des batailles en massacrant en tuant les Indins, plutôt que de balancer comme ça des trucs à droite à gauche et débrouillez-vous avec, quoi. C'est un petit peu, voilà. Il y a beaucoup de mystères et je vous dis pas les révélations finales, c'est parce qu'à un moment je me suis dit, mais c'est que le tome 1, ça va être quoi la suite? Et en fait, l'autrice, voilà, sur la fin, nous remet plein de choses en place et bon, bah, on se dit vivement le tome 2 parce que franchement, il est hyper prenant ce livre. Et j'irais presque, pour moi, c'est la première fois que je lis ce genre de livre qui mélange aussi bien, voilà, qui se passe déjà en Chine, qui est un monde que je ne connais pas forcément, qui se passe à chaque fois, en même temps dans un futur et dans une Chine traditionnelle, avec une héroïne, mais une héroïne qui est vraiment, waouh! Elle est badass, vous me direz, mais en même temps, elle est super forte, enfin, un caractère féminin. J'en ai déjà vu des caractères féminins forts, mais là franchement, elle est vraiment... j'ai vraiment adoré ce personnage. Et en fait, donc on assiste à l'ouverture du roman, on assiste à une scène de combat. Donc en fait, dans la chrysalide, il y a forcément un homme et une femme. Donc la femme est assise sous le siège du dessous, l'homme au-dessus. Il l'entoure de ses bras. Et en fait, il puise dans son énergie spirituelle. Elle devient presque un pantin entre ses mains pour lutter contre la chrysalide. Et on voit que, voilà, c'est le prologue, je crois, c'est même pas le chapitre 1, on voit qu'il arrive à vaincre le Indin, c'est Xiang, oh je sais plus, c'est Xiang quelque chose, Xiang Gang, je crois, le pilote, parce qu'on les appelle des pilotes, ils sont vénérés presque comme des dieux, même s'ils n'ont aucun pouvoir politique, ils sont vénérés comme des dieux par le peuple, tout ça. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des drones qui suivent leurs combats, qui rediffusent des combats à la télé, tout ça, donc les pilotes sont vus comme des dieux. Et c'est vrai qu'en tuant systématiquement, quand il tue un Indin, le pilote, il sacrifie ce qu'il appelle sa concubine, la femme qui est avec lui. Elle est forcément sacrifiée. À quelques rares exceptions près, mais elles sont forcément sacrifiées, puisqu'ils puisent dans leur énergie spirituelle
Donc, enfin, ils évitent complètement leur énergie et voilà, elle meurt. Et donc, on retrouve ensuite vous, qui fille de paysan. Elle est amie avec... alors, attention, la prononciation des noms, c'est Zing, Ying. Enfin bref, on sent qu'ils sont... Il y a un sentiment amoureux, mais le problème, c'est qu'elle est fille de paysan et lui, il est le fils d'un mania des médias. Il est que le cinquième fils, hein, parce qu'évidemment, parce qu'ils ont énormément de concubines, de femmes, de concubines, donc il est le cinquième fils, lui. Voilà, mais il est quand même fils de riche, donc il ne peut pas non plus prétendre à l'épouser, ou voilà, ça ne se ferait pas. Et vous, est décidé à venger sa sœur, parce que sa sœur a été vendue par ses parents au pilote, en fait, pour devenir une concubine dans un de ses robots. Et justement, celui qu'on découvre au début du roman, Wang Kang, je pense, a assassiné sa sœur. Elle a même pas eu le temps de combattre, elle n'est même pas montée dans le robot, elle a dû lui déplaire, on ne sait pas trop ce qui s'est passé d'ailleurs, mais bon, il y en a plein de concubines, alors il s'en fiche, et je vous dis, on est dans une Chine traditionnaliste, donc vraiment le rôle de la femme, voilà, elles sont là pour être asservies, pour obéir, pour se taire, pour faire des fils plutôt que des filles, hein, tant qu'à faire. Les filles n'ont aucune valeur, donc c'est, voilà, sauf si elles ont une valeur marchande, mais sinon elles ne valent rien. Donc sa sœur a été assassinée par ce pilote. Donc elle décide de rentrer elle-même, de devenir concubine pour venger sa sœur. Donc elle parvient, voilà. Je ne vous spoil pas trop, hein, c'est le début du roman, vous inquiétez pas. Puis il y a tellement de choses dedans que il y aurait tellement de choses à dire pour ce roman. Et le pilote l'a choisie parce qu'elle a un haut potentiel spirituel. Et en fait, donc elle compte le tuer lors de la nuit de noces, hein, parce qu'évidemment elles sont obligées de... Voilà, d'où effectivement les warnings sur les scènes de viol. Mais elle sait qu'elle va le tuer. Elle se fiche de mourir derrière, elle se fiche que sa famille... De toute façon, sa famille a vendu leur sœur, elle est prête à la vendre. Ils sont prêts à la vendre. Elle, ils se fichent complètement d'elle. Hein. C'est terrible, quoi. Et puis justement, oui, je voulais parler de cette tradition qui est que qu'un signe de beauté chez les petites filles chinoises, et d'avoir, vous avez dû en entendre parler, c'est d'avoir des pieds tout petits. Donc dès qu'elles sont toutes petites, ils leur mettent des chaussures très petites pour que les pieds ne poussent pas. Et si vous avez déjà vu des photos, c'est horrible, vous avez les orteils qui sont carrément recroquevillés. Et là, vous explique comment elle, ça s'est passé. Elle, ça a encore été pire. C'est-à-dire qu'on lui a mis les pieds... c'est vraiment, quand elle raconte cette scène, c'est horrible. Sa grand-mère elle était petite, donc elle ne savait pas ce qu'on allait lui faire. Sa grand-mère lui a mis les pieds dans de la glace, ensuite dans de l'eau bouillante. Deux de ses tantes la tenaient, et elle lui a carrément brisé la plante des pieds. Ce qui fait que vous est estropiée et elle a du mal à marcher. Enfin, c'est horrible, quoi. Je crois que c'est la scène la plus horrible Même si les scènes de combat peuvent être aussi assez sanglantes, c'est une scène horrible, quoi. C'est monstrueux, c'est barbare. Et elle en reste quand même estropiée, quoi. Elle n'arrive plus à marcher droit. Enfin, elle est obligée de marcher avec une canne, et encore, elle a bien du mal. Donc c'est vraiment... voilà, estropier des petites filles, quoi. C'est horrible. Bon, je reprends le fil de mon histoire parce que sinon on va s'en sortir. Donc elle parvient à la nuit de noces, prête à tuer le pilote, et malheureusement une alerte est donnée, les Indiens attaquent. Donc elle se retrouve dans le robot du pilote. Alors ces robots peuvent aussi se transformer, devenir encore plus puissants, grandir grâce toujours à leur énergie, à l'énergie spirituelle du pilote et de sa concubine. Et là, il va se passer quelque chose de très étrange, parce que, en fait, en même temps qu'ils combattent, on voit que Wu et Xiang sont dans leur monde spirituel. Ils se rencontrent, et en fait, ils vont se battre dans ce monde spirituel. Enfin, c'est elle qui est dans son monde spirituel à lui. Donc lui est censé, voilà, se servir d'elle, se servir de son énergie, et voilà, de la vider de toute son énergie. Et s'il gagne, elle meurt. Mais c'est elle qui va prendre le dessus au niveau énergétique, et c'est elle qui va gagner le combat, alors que lui meurt. D'où le nom Iron Widow, qui veut dire veuve de fer.
Or, donc quand ça arrive, donc elle est contente d'avoir tué ce pilote, mais les sages voilà, qui gouvernent cette Chine sont embêtés parce que alors il existe des chrysalides où hommes et là ce sont carrément des épouses. L'homme et le pilote et son épouse arrivent à combattre ensemble sans que la femme meurt à la fin. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir à peu près le même niveau d'énergie, tout ça. Alors c'est pareil, on aura une grosse révélation sur la fin en ce qui concerne l'énergie spirituelle et la place de la femme. Et, euh, et voilà, et donc il y a quelques couples comme ça, mais ils sont très peu. Ils sont peut-être, on en voit 2 dans le livre. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Mais les Iron Widow, alors apparemment il y en a déjà eu, mais ça n'a jamais été connu. Du coup, ils ne savent pas trop de quoi faire de vous et les sages décident de la mettre avec le pilote le plus fort de leur flotte. Alors, ce pilote s'appelle Shimin et il est. Alors, c'est pareil, ils sont un petit peu embêtés avec lui parce que c'est un parricide et un fratricide. Elle a tué son père et ses frères. Donc, il aurait dû mourir. Mais comme il a un très haut potentiel énergétique, spirituel, voilà, ils l'ont mis dans un robot. Et évidemment, systématiquement, il gagne et systématiquement, sa concubine meurt. Donc, elle va se retrouver avec lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Voilà, à suivre. Mais c'est vraiment, je trouve, un livre à part, presque un ovni, mais pas par son étrangeté, mais par sa façon de traiter les choses. Voilà, on parle beaucoup de spirituel dedans. Et le personnage de Wu veut à tout prix mettre fin, une fois qu'elle a vengé sa sœur, elle veut mettre fin au sacrifice des concubines, au sacrifice des petites filles, des jeunes femmes, voilà, qu'on arrête de les traiter comme de simples marchandises, comme des objets, et qu'elles trouvent enfin leur place et qu'on arrête de les sacrifier. Donc voilà, vous allez avoir en même temps une petite enquête, vous allez avoir un développement, vous allez même avoir le développement d'un triangle amoureux assez particulier. Je trouve que c'est pareil, c'était vraiment bien trouvé parce qu'on ne se retrouve pas dans un triangle amoureux traditionnel. Donc c'est voilà. Et puis c'est une femme forte, mais en même temps, voilà, elle a des doutes aussi, elle a des hésitations. Elle se dit oui, mais si je fais ça, ça peut porter atteinte à, ou je suis cruelle, je suis pas mieux qu'eux, mais en même temps, elle veut se venger et elle veut que les gamines ne soient plus sacrifiées, quoi. Elle veut vraiment que les femmes soient l'égale des hommes et ne soient plus traitées. Parce que c'est vrai que le traitement infligé aux femmes est très très dur quand même, hein. C'est vraiment, elles sont vraiment que des objets. Donc c'est voilà, j'avoue que je crois que c'est le 3e livre de la Martinière que je lis cette année, parce que j'ai lu un si long après-midi qui était plutôt entre drame social et suspense. J'ai lu mon premier Ragnar Jonasson chez eux et j'avoue que ça a été des livres qui m'ont vraiment marqué et que j'ai vraiment adoré. Et c'est vrai que moi la Martinière, je connaissais au départ, c'était surtout des livres vraiment pour les enfants ou des documentaires pour les enfants. Et là, je vois, ils s'agrandissent, ils font pour les adultes, et là, dans le young adulte. Et je trouve que là, ils ont vraiment des livres de qualité, quoi. Mais je vous conseille vraiment voilà, Iron Widow. La couverture, bon, il y a toujours des reflets, mais la couverture est superbe et c'est vraiment un très très bon livre, quoi. Vraiment, moi, je reste encore scotchée, quoi. C'était super. Alors après, dans un autre genre, alors je vais reprendre ma petite tablette, voilà. Je suis partie un peu plus dans la comédie. Alors, avec Tohu Bohu, chez les quinquagénaires, là oui, je passe carrément du coq à l'âne. On n'est pas du tout dans le même genre de livre, de Anna Appia, et c'est aux éditions Le Lys Bleu. Donc là, on va retrouver en fait vous aurez remarqué, pour ceux qui sont fans, là, le combi Volkswagen. Ça me fait toujours penser à Scooby-Doo, moi, ça, le combi Volkswagen. En plus, comme ça passe encore à la télé, Scooby-Doo, ça me fait toujours rire quand je vois leur Mystery Machine, c'est le nom de leur combi. Et voilà, donc là, c'est pareil, on retrouve un combi. En fait, l'histoire démarre avec Christine, qui vient juste d'avoir 50 ans, je crois, ou à peu près. Et elle apprend dans le même temps que son mari la trompe depuis un moment. Donc ni une ni deux, elle décide de divorcer. Voilà, même si lui ne veut pas, elle décide de divorcer. Et puis elle va reprendre sa vie, elle va reprendre contact avec ses amis, sa famille. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ça bouscule les codes. Voilà, c'est plus les quinquagénaires d'aujourd'hui sont plus les quinquagénaires de hier. Autrefois, une femme serait restée avec son mari même s'il la trompe. Je dis pas que je généralise quand je dis ça, hein, mais
voilà, généralement, on restait quand même mariés. La différence aussi, c'est que Christine travaille et a un très bon poste. Donc, ça lui permet aussi une indépendance financière, donc aussi de pouvoir divorcer. Il y avait aussi ça. Bon, malheureusement, il y a encore des femmes maintenant qui sont dépendantes de leur mari financièrement. Mais voilà, elle, c'est ça. Elle a une de ses meilleures amies qui, Médecins sans frontières, voilà, des gens comme ça, bon, qui sont... Donc ça casse un petit peu l'image des quinquagénaires et elle décide de partir, d'inviter ses amis et ses sœurs à partir en voyage en Italie, donc ce fameux combi, de faire un petit tour de l'Italie du Nord, de la Toscane, tout ça, de Venise, de Florence. Et voilà, on va la voir. C'est drôle, c'est léger, c'est super agréable à lire. Voilà, c'est très fluide. Euh, il y a des liens qui vont se nouer entre certaines personnes. Il y a des gens qui vont remettre en cause leur vie parce que, oui, il y a encore quand même ce côté un peu, les femmes quand même doivent rester mariées avec leur mari, quoi. C'est vrai que c'est un peu, voilà. Et ça casse un petit peu ces codes-là et ça nous montre des quinquagénaires qui sont, voilà, c'est pas parce que vous avez 50 ans que bah, votre vie c'est d'attendre la retraite, faire une petite randonnée le matin, des mots croisés, puis d'attendre que les enfants viennent, parce elle a deux fils qui sont déjà grands. Hein. Mais non, là on trouve des quinquagénaires voilà, très dynamiques et qui ont encore des projets de vie. Et c'est vrai que maintenant, avec le rallongement de la durée de vie, avec les soins qui sont médicaux qui sont meilleurs, c'est vrai que voilà, la vie ne s'arrête pas à 50 ans. On n'est plus voilà, des grands-parents, on n'est pas forcément grands-parents à 50 ans, même si on peut l'être, mais on peut aussi être grands-parents et continuer à être dynamique. Et, voilà, donc j'ai bien aimé, voilà, qu'Anna-Pia, l'autrice, se casse un petit peu cette image des quinquagénaires et on va être embarqué avec eux dans ce voyage en Italie. Voilà, il y aura quelques rebondissements. Mais je trouvais ça super bien fait. Et puis il y a aussi un hommage, je dirais, à l'amitié, puisqu'elle a des amis qui sont très très proches. Et aussi à la famille. Elle a combien de sœurs? Elles sont 3 ou 4. En fait, leur père espérait avoir un garçon et en fait, il n'y a eu que des filles. Et comme leur mère s'appelle Clémentine, il a donné que des prénoms en C à ses filles. Donc il y a Catherine, il y a Caroline, et il y a Christine. Et la dernière, c'est... Je n'ai pas retrouvé. Non, elles sont pas que 3, elles sont 4. Ah, je sais plus. Donc voilà, mais ça m'avait fait sourire. Puis en fait, c'est leur père était parce que dans le même temps, malheureusement, elle perd son père à peu près en même temps qu'elle divorce. Son père est emporté par la maladie. Et elle en a été très proche. Et son père espérait, il avait acheté une cave, elle avait acheté du vin à chaque naissance aussi pour pouvoir fêter ça avec ses futurs gendres. Parce que j'aurais, oui, il devait être 4, il espérait avoir 4 gendres. Alors, il n'aura pas 4 gendres. Parce que il aura une petite surprise à un moment de sa vie, voilà, mais il n'aura pas 4 gendres. Et il y a un hommage aussi comme ça à la famille, puisqu'elle va découvrir, Christine et ses sœurs, leur mère aussi, parce qu'elle ne savait pas trop, va découvrir quelque chose sur son père, il était jeune, mais sur un rôle important qu'il a joué pendant la Seconde Guerre mondiale. Et justement, en Italie, elle part aussi sur les traces de son père qui s'était réfugié un moment en Italie. Donc il y a aussi un hommage à la famille, un hommage à son père. Et vraiment, j'avais trouvé que c'était un livre vraiment sympa et voilà, plein de dynamisme, plein de je casse les codes, de l'humour, et puis voilà, ces histoires d'amitié, puis voilà, d'être proche des gens, de la famille, et voilà, puis le courage de Christine aussi de quitter sa vie de mère au foyer, enfin, pas de mère au foyer puisqu'elle travaille, mais d'épouse dévouée, tout ça, parce que c'est vrai qu'elle était quand même, voilà, ce qu'elle disait, elle dit, si mon mari disait on fait ça, j'acceptais, je disais rien, et puis voilà, mais j'aime bien aussi son côté, je me révolte voilà, quand j'en ai marre voilà, quand je découvre ce qu'il a fait, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un livre sympa à découvrir et voilà, qui casse un petit peu qui casse les codes et j'ai bien aimé cet aspect-là. Je pensais avoir le temps de vous faire, voilà, de vous parler aussi de ma lecture, mais je vais pas avoir le temps, mais de Sébastien Fizek, son dernier roman, L'accompagnateur.
Alors, c'est le deuxième livre que je lis de Sébastien Fizek. C'est toujours très, très tendu, je trouve. C'est très angoissant. Il y a juste moi, le petit bémol que j'aurais, ce serait sur la fin qui peut des fois paraître abracadabresque. Mais bon, je vous en reparlerai. Voilà, donc il y a celui-ci que j'ai terminé. Il y a alors non, c'est L'Ange déchu, pardon. C'est la série L'Ange déchu, tome 1, le Hunter, de Marion Aubry. Alors c'est aux éditions Plume Blanche et il vient juste de sortir. Alors c'est pareil, c'est de l'heroic fantasy, qui est très bien aussi, mais c'est pareil, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et puis j'ai aussi Chasseuse d'âme, qui est aussi de l'heroic fantasy, que je viens de terminer aussi. Voilà, donc peut-être que je ne sais pas si je referai un update lecture. Certainement. Voilà, après je sais qu'il y a le mois de l'imaginaire qui arrive aussi là au mois de mai. Bon, je ne pourrais pas y participer parce que j'ai trop de SP qui ne sont pas que de l'imaginaire, donc en fait, c'est des choses qu'il faut prévoir en avance parce que sinon, je ne savais pas que c'était, voilà, là c'était le mois de la science-fiction, mais j'avais pas prévu, il faudrait prévoir en avance toutes ces choses-là. Il y a eu Mars au féminin aussi qui était intéressant, mais j'avais pas prévu, puis il faut faire avec les SP, c'est pas toujours évident. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo, soit pour un update, soit pour un book haul. Alors surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, hein, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de voir que les gens vous suivent. Hein, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, le petit pouce, voilà. Et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite en attendant de belles aventures livresques. Bye bye!